Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission du droit de savoir, consacrée aujourd'hui au dispositif de la connaissance client, plus communément appelé ou connu sous l'acronyme KYC. Nous allons en parler. Ces obligations de connaissance du client sont nombreuses. Nous allons les décrire, nous allons les décrypter ensemble, ainsi que les processus que les entreprises doivent mettre en place pour respecter la réglementation. Le dispositif KYC a par ailleurs comme caractéristique majeure d'être supporté ou devoir être supporté par des applications logicielles significatives et de taille. En effet, le volume des données, leur nature, la nécessité de vérifier, d'interpréter, de classifier, de surveiller, d'entretenir les données nécessitent que derrière les hommes et les femmes, des logiciels puissent être développés pour assister les personnes. Des contraintes réglementaires encore et encore, allez-vous dire, certainement, mais non des moindres, mais également, vous le constaterez, une vraie dimension citoyenne du sujet, un enjeu d'image, de qualité et surtout de service rendu. Pour nous accompagner dans cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Gabrielle Pétillon. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes directrice conformité. Gabrielle, vous exercez depuis plus de 25 ans dans divers groupes du secteur financier, ainsi qu'au sein d'organisations professionnelles. Votre expérience, votre expertise dans les domaines de la conformité au sens large, des risques et du contrôle interne dans le secteur financier va nous permettre justement de comprendre comment et de façon pratique aujourd'hui les entreprises font face à ces obligations. Étienne Blanchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et fondateur de BCLM, une société d'édition de logiciels informatiques dédiée au secteur financier. Vous nous aiderez à comprendre les rouages de la technologie, comment la technologie peut être un secours, un outil indispensable dans ce type d'activité. Nous verrons d'ailleurs dans la continuité de cette émission que vous allez publier un livre blanc sur le KYC, un excellent outil que vous pourrez lire pour tous les acteurs du secteur. Et puis bien sûr, nous avons le plaisir d'avoir Isabelle Monin-Lafin. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Vous êtes fondatrice d'Astre Avocat, également, tout le monde le sait, co-créatrice, coproductrice de cette merveilleuse saga, de cet outil pédagogique du droit de savoir. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, le KYC. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle-t-on exactement quand on évoque cet acronyme? Un acronyme anglais. Un acronyme en plus parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Et souvent, on le dit sans comprendre vraiment ce qu'il signifie. Voilà. Alors, KYC, Know Your Customer, connaître son client, c'est d'abord quelque chose qui est en fait en propre dans l'activité de distribution. Ça concerne effectivement toute la partie commercialisation, gestion de la relation client. C'est vraiment quelque chose d'assez vaste. Donc, tout le monde est concerné. Tous les gens qui nous écoutent, les courtiers, les concernés, les agents généraux, les sociétés de gestion, les PSI, les organismes d'assurance, les banques. On est dans un spectre très large sur ce sujet. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné, mais la grande nouvelle, c'est que tout le monde est soumis aux mêmes règles. Donc c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'en fonction effectivement des périmètres, des activités, on aura plus ou moins d'obligations, mais elles relèvent toutes de la même, en fait, de la même conception, du même concept, de la même idée. L'idée étant que connaître son client, c'est protéger les États. Connaître son client, c'est permettre aux professionnels d'exercer correctement son métier. Connaître son client, c'est tout simplement maîtriser son risque. Il y a donc des règles qui sont propres à l'exercice du devoir de conseil et des règles qui relèvent plus des règles relatives à ce qu'on appelle la LAB, LAT, la CLAF, de nouveau des acronymes. Donc dites-nous, éclairez-nous, lutte Isabelle. contre le blanchiment d'argent, la corruption, le financement du terrorisme et la fraude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est obligé, réglementairement, légalement, le Code monétaire et financier, puis beaucoup de réglementations d'application, recommandations ACPR, recommandations ACPR TRACFIN, recommandations AMF, bien entendu, recommandations de bonnes pratiques du secteur, des organisations professionnelles, parfois, qui édictent aussi leurs propres règles dans ce domaine, de collecter des données sur son client et l'environnement. En fait, quand on dit connaissance client, il faut que les gens comprennent que c'est aussi la relation d'affaires. C'est-à-dire que c'est pas simplement la personne physique ou la société, c'est l'environnement. L'environnement. Il y a ensuite être capable de les comprendre, ces données, de les interpréter. Donc on collecte des données, mais il faut les comprendre, il faut les interpréter. Ensuite, il faut les vérifier. D'accord. C'est-à-dire que c'est important aussi. Je collecte une donnée. Est-ce que cette donnée, elle est fiable? Est-ce qu'elle est logique? Est-ce qu'elle s'inscrit bien dans ma relation d'affaires? Il faut que je les stocke, ces données. Il faut les stocker. Il faut qu'elles soient effectivement disponibles. Il faut que je puisse les mettre à jour. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément toujours pérennes. Elles évoluent.
la situation du client évolue, la situation de son environnement d'affaires peut évoluer, la situation effectivement de ses exigences et de ses besoins également. Et puis ensuite, effectivement, on les exploite. Donc c'est pas simplement fait comme beaucoup de gens le pensent. Le KYC, la connaissance de son client, c'est pas une obligation réglementaire pour cocher une case, c'est un outil de travail. Ça nous permet de travailler. Si on n'a pas les éléments nécessaires à la connaissance de son client, en fait, théoriquement, on ne peut pas travailler. Alors, soit on n'a pas le droit de travailler, on verra sur certaines obligations, ou alors on ne peut pas travailler, car si on ne connaît pas un certain nombre de données, il n'est pas possible de présenter ou un produit d'investissement ou un produit d'assurance à son client. Ce sont donc des obligations qui concernent toutes les opérations, Jean-Luc, et pas simplement... tous les clients aussi, non ? Et tous les clients. On entend souvent, ça ne s'applique que dans l'assurance vie, ça ne s'applique que pour les produits structurés, ça ne s'applique que ceci. Non. Même quand je vends une assurance automobile, pour ceux qui nous écoutent, même quand je vends une assurance multirisque habitation, on est concerné par KYC. Même quand je vends une assurance affinitaire, je dois détenir des données sur mon client. Alors, le minimum du minimum... Alors oui, qu'est-ce qu'on gère comme données ? Alors, qu'est-ce qu'on doit gérer ? Qu'est-ce que les courtiers, les distributeurs doivent gérer ? L'identité. D'accord. L'identité. Ça, c'est la base ? La base. Alors, qu'est-ce que c'est l'identité ? Je rappelle, pour une personne physique, c'est le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. C'est 4 données fondamentales qui sont inscrites au code monétaire. Tout à l'heure que c'est pas aussi simple d'avoir ces données. Alors c'est pas aussi simple, manifestement, c'est pas encore compris. C'est pas encore compris. Voilà. Et pour une personne morale, c'est sa structure juridique, sa dénomination sociale, son adresse, son numéro d'immatriculation, elle est toujours immatriculée, cette personne morale, soit au SIREN, soit au registre du commerce, soit dans des registres spécialisés quand ce sont des administrations, mais elles ont toujours des numéros d'identification. À la CPR, par exemple, une compagnie d'assurance a un numéro, et elle est agréée avec un numéro d'enregistrement. Et puis, effectivement, les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales. Ça, c'est le minimum du minimum, quels que soient les produits que l'on commercialise, quelle que soit la clientèle, c'est, je dirais, la base. Ensuite, il y a des données attachées à la résidence. Est-ce que c'est une personne qui réside à l'étranger ? Est-ce qu'elle réside sur le territoire français ? Est-ce qu'elle réside en zone européenne ? Quelle profession exerce-t-elle ? Parce qu'il y a certaines professions considérées comme étant plus à risque que d'autres. Quelle est sa situation personnelle ? Sa situation familiale ? Sa situation patrimoniale ? Là, on aborde des sujets plutôt liés à l'épargne, mais pas que. On voit beaucoup d'organismes aujourd'hui qui, pour certains types d'assurances, notamment d'assurance automobile ou habitation, vont se poser des questions sur pourquoi assure-t-il un château quand son revenu déclaré est inférieur à 10 000 € par an. Vous voyez, on se pose des questions de relation, en fait, la relation économique, donc on a besoin de connaître un certain nombre de choses. Et puis ensuite, on a tout l'environnement d'affaires, ses appétences, ses compétences, ses envies, ses besoins de liquidité, ses horizons de placement, ses objectifs d'investissement ou d'assurance. Alors, en dommage, on dit exigence et besoins, en vie, on dit objectif d'investissement. C'est tout ça qui est important. Alors, il y a un dernier impact, Jean-Luc, c'est value for money. Ouais. On a déjà parlé de cette émission. On a aujourd'hui toute une batterie de textes, on l'a vu ensemble sur le colloque et l'ARIS, qui impactent considérablement le devoir de conseil à partir des années à venir, sur justement l'analyse client, qui est qu'on doit maintenant aussi intégrer dans la connaissance client ce que le client va ressentir comme la valeur du produit qu'on va lui vendre, que ce soit en dommage ou que ce soit en vie. Il faut que donc dans cette connaissance client, on intègre ces critères de performance. Donc ça aussi, c'est un accroissement de la connaissance client. Merci Isabelle d'avoir dressé un petit peu le cadre. C'est énorme en termes de données. Ça fait beaucoup de données connectées. Et pourtant, il y a quelques décisions récentes des autorités administratives compétentes qui sanctionnent parfois, vous allez nous le dire, Isabelle, les distributeurs et les organismes qui mettent... je sais pas, qui ont des défaillances, on va dire, je sais pas comment on les appelle, mais c'est qu'on a, Jean-Luc. Voilà. Ces réglementations sont quand même, somme toute, assez anciennes. Alors évidemment, elles se sont empilées. Les premières réglementations sur la connaissance client, c'est il y a 25 ans, c'est-à-dire le devoir de conseil. Puis il y a eu les ordonnances de 2009 sur la lutte anti-blanchiment. On est quand même sur des législations qui sont soit récentes par rapport à l'historique de la réglementation, mais néanmoins assez anciennes. Et pour autant, il n'y a pas peu de décisions. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de décisions. Beaucoup de décisions de l'AMF. Énormément de décisions de la CPR, beaucoup de décisions de la Commission nationale des sanctions, qui mettent systématiquement en sanction pécuniaire des entreprises qui ne détiennent pas les données de base de leurs clients. C'est-à-dire qui considèrent les dispositifs comme non conformes et défaillants parce que les données clients de base, le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, ou
l'identité de la personne morale et les bénéficiaires effectifs ne sont même pas détenus. Donc c'est quoi ces défaillances alors c'est des défaillances qui paraissent quand même assez surprenantes. C'est basique peut-être, non ? On voit, ah bah oui, c'est la base. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est incontournable. Et c'est pourtant ce qu'on lit. On lit aussi dans les décisions de l'autorité que les systèmes d'information ne sont pas interopérables. C'est-à-dire qu'en fait, on a des trucs qui marchent pas ou qui marchent pas suffisamment. On en parlera tout à l'heure, mais des CRM d'un côté, des outils... On n'est pas capable d'extraire des fichiers. On a aussi des décisions qui voient des défaillances assez majeures en matière de processus de classification des risques. On ne respecte pas les règles qui sont assez claires du Code monétaire et financier sur comment est-ce que l'on procède à la classification de ces... D'abord, on ne le fait pas, et puis quand on le fait pas bien. Alors, on ne le fait pas bien, souvent dit l'autorité, parce qu'on a essayé de ne pas se donner les moyens d'intégrer des dispositifs de connaissance. Donc, pour essayer d'en avoir moins, en fait, on classifie mal. Et puis, on a ensuite des carences très importantes sur les outils de filtrage. Parce que dans le KYC, il y a un gros sujet qu'on avait déjà traité dans notre précédent livre blanc sur le filtrage. C'est les outils qui permettent de détecter les personnes sanctionnées et de détecter les personnes politiquement exposées ou les personnes qui sont corrompues. Et ça, ce sont des dispositifs qui, dans les décisions les plus récentes qu'on a vues de la CPR d'il y a 1 an ou 2 ans, sont parfois inexistants dans des organismes. Inexistants, c'est quand même quelque chose d'important. Donc oui, un gros rapport d'étonnement entre un environnement législatif et réglementaire assez riche et assez ambitieux, mais une pratique au quotidien qui est encore très rudimentaire. Très rudimentaire. On va expliquer les raisons peut-être qui influent sur ces constats. Gabrielle, vos fonctions de directrice conformité, vos activités au sein de différentes fédérations professionnelles vous amènent bien sûr à créer des dispositifs de KYC ou à les superviser. Est-ce que vous partagez les constats que vient d'évoquer Isabelle ? Et si oui, comment peut-on expliquer cette situation ? Alors, les explications, il n'y en a pas qu'une, évidemment. Vu l'ampleur du sujet, vu tout ce qui est nécessaire de mettre en œuvre dans des organisations qui sont déjà structurées et qui l'étaient bien souvent avant le KYC, les explications sont multiples. Et je dirais quelque part qu'elles résonnent avec le besoin de transformation des entreprises dans différents secteurs maintenant. Et vous partagez le constat d'Isabelle ? Absolument. Ouais, on le partage, on le voit, on constate au quotidien, c'est une réalité sur D'accord. Après, transformation, ça veut dire que les choses changent aussi. Il y a des évolutions qui sont enclenchées. Et sur les difficultés, très concrètement, on a des difficultés pour les équipes commerciales, les commerciaux, les gestionnaires qui sont au contact de la clientèle, d'adapter leur routine de travail au quotidien pour intégrer ces questions, intégrer ces demandes en fait, qu'elles soient vues comme étant pertinentes par les clients. Et une difficulté est que les clients, parfois, certains clients peuvent considérer que la demande est inappropriée, intrusive, peut-être, non ? Intrusive, qu'on le connaît déjà, en fait, ce qui est vrai. Les personnes qui travaillent dans l'assurance connaissent, en fait, leurs clients déjà. Donc, le fait de redemander de la documentation alors que la relation d'affaires peut être déjà installée depuis fort longtemps, ça paraît inapproprié. On a des problématiques, évidemment, ensuite, quand on a recueilli les documents, d'analyse, de traçabilité, finalement, des diligences de collecte. Ça, c'est des problématiques qui sont matérielles. Et ça amène à parler des outils, comme disait Isabelle. Dans les groupes de société, il y a différents outils qui, parfois, ne sont pas interconnectés ou qui ne parlent pas ensemble ou qui ne parleront pas ensemble. Donc ça amène des difficultés au quotidien pour ceux qui gèrent la relation client et pour ceux, ensuite, derrière, qui traitent les alertes. Un temps d'adaptation aussi est nécessaire pour les équipes de management et pour les instances dirigeantes aussi de ces sociétés qui doivent, elles, porter le changement au sein de leurs équipes pour que les routines changent et s'adaptent à ces besoins. Donc un certain nombre de problématiques en fait. Vous en avez déjà évoqué quelques-unes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de sensibilisation quand même, voire d'éducation à la fois, je ne sais pas, du secteur, et puis vous l'avez évoqué spontanément, Gabrielle, des clients finaux qui parfois ne comprennent pas? Absolument, et c'est un défi en fait, la sensibilisation de la clientèle à bien vouloir répondre, la sensibilisation des équipes en interne à être habilitées à demander et se sentir légitimes à demander, c'est un défi de transformation quelque part, et cette sensibilisation qui doit être faite à l'intérêt de travailler ces sujets pour concourir à la lutte contre la criminalité financière, à la lutte contre l'argent sale, c'est clé. Mais
c'est pas natif en fait. Ça doit arriver par différentes actions et la formation, la sensibilisation, la mobilisation des instances dirigeantes. Alors justement, comment on fait, Gabriel, pour avancer dans un projet KYC ambitieux avec toutes les conséquences, enfin les éléments qu'Isabelle a évoqués? Alors, un projet KYC dans un groupe, dans une entreprise, c'est un chantier. Ouais. En fait, vous faites ce geste, effectivement, c'est important. C'est un chantier, ça commence à un instant donné. Ça se prépare, mettons, sur quelques mois, parfois une année. Ça se met en œuvre avec un budget sur l'année d'après et ça s'installe. C'est quelque part un dispositif qui peut prendre plusieurs exercices. Donc, c'est pas du tout neutre pour une entreprise et ça demande aussi que toutes les équipes impliquées travaillent ensemble pour adapter les dispositifs. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un défi de transformation. Il faut parler aux équipes informatiques. Parfois, il faut avoir un MOA. Parfois, il faut mobiliser les équipes commerciales. Il faut sensibiliser beaucoup les instances dirigeantes pour qu'elles continuent de mobiliser les énergies sur ces sujets. Parce que d'autres sujets arrivent aussi. Il y a d'autres obligations qui se mettent en œuvre, il y a des défis commerciaux. Donc, c'est un chantier géré en mode projet qui demande beaucoup de transversalité. Donc, évidemment, c'est pas neutre pour une entreprise. Un projet qui semble assez colossal quand même. Ça dure combien de temps? 2 ans à peu près, un chantier de cette nature, plus? Oui, ça dépend aussi de la maturité de l'entreprise, de ses budgets, de sa capacité à mobiliser des hommes et des femmes compétents pour l'idée les projets, de sa taille pour interagir, de sa taille. Ça dépend beaucoup de critères, mais ça n'est pas en un claquement de doigts. On pourrait se dire que c'est facile, une mobilisation complète de l'entreprise. Mais pas du tout. D'autant qu'on ne peut plus travailler au jour d'aujourd'hui sans un dispositif digital, un outil qui recueille les informations, qui les rende disponibles, qui les redistribue, qui fasse des listings, des reportings. Merci pour la transition, Gabrielle, elle est parfaite. Étienne Blanchet, BCLM est un éditeur de logiciels qui intervient spécifiquement pour le secteur financier. Vous développez des outils informatiques, particulièrement donc un outil qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, le KYC. Pouvez-vous nous décrire de façon pédagogique, pour que tout le monde comprenne bien les fonctionnalités d'un bon outillage, excusez-moi des guillemets, KYC? Tout à fait. D'abord, je vais un petit peu rebondir sur ce qui a été dit, en expliquant que dans les entreprises, il existe beaucoup d'outils aujourd'hui qui traitent des axes de sujets connaissance client. En fait, toutes les entreprises ont un CRM. Un CRM pour traiter la problématique connaissance client pour le commerce. Ici, on parle plus d'un outil réglementaire. Donc, il y a d'autres exigences, des exigences complémentaires. On va mélanger les deux. On verra que les deux sont complémentaires, mais en fait, il faut bien relever cet aspect réglementaire. Donc la réglementation impose des fonctionnalités, impose des règles, et cet outil, il doit répondre à ces règles et ces réglementations. Ça intervient d'ailleurs dans le choix de l'outil, et on y reviendra également. En fait, le choix de l'outil, il doit être fait par des gens qui connaissent cette réglementation. Déjà, on confie trop souvent, sans jugement, le choix de l'outil à des DSI qui ne connaissent pas la réglementation ou peu, et donc en fait, ça c'est la première chose. Ça c'est le première consigne que vous donnez en tout cas. C'est une première consigne, on verra qu'on va un petit peu compléter ces éléments-là. Bien sûr. Ensuite, effectivement, sur un outil KYC, on peut dire qu'ils travaillent tous de la même façon. On a une collecte des données, qui permet de récupérer des données du client, donc on en a parlé, des données d'identité principalement. On a une phase d'analyse dans l'outil, analyse de ces données. Alors là, tous les acteurs parlent d'intelligence artificielle. Je pense qu'on pourrait faire une émission particulière sur ce sujet. Peut-être que demain, l'intelligence artificielle révolutionnera le KYC. On verra. Pour l'instant, tout le monde en parle. Ça permet effectivement d'analyser et de traiter un certain nombre de données. On a la génération des alertes, classiquement. Donc toutes les alertes qui sont demandées réglementairement. Le screening, le contrôle vers les GDA PPE, mais aussi d'autres alertes qui sont nécessaires dans le KYC et dans les métiers. Et enfin, on a le traitement des alertes, donc par les personnes métiers qui doivent qualifier ces alertes et à s'assurer que ces alertes et que ces traitements, également la piste d'audit, elles sont tracées dans le temps. Donc ça, on le retrouve partout, dans tous les outils qui parlent de KYC réglementaire, on retrouve ces 4 grandes étapes. Moi, j'aimerais juste mettre le focus sur 3 sujets qui me paraissent importants dans le choix d'un outil. Le premier, c'est la volumétrie.
Lorsqu'on parle de KYC, très vite, on est confronté à des problématiques de volumétrie, de très grosse volumétrie. Volumétrie des datas. Hein. Volumétrie des datas, volumétrie également des traitements, volumétrie des recalculs d'indicateurs permanents. La fréquence. Et donc, on arrive très vite à des milliers, des millions de recalculs. Donc, en fait, il faut vraiment s'assurer que l'outil est capable de traiter cette volumétrie. Le deuxième point, c'est l'interopérabilité des systèmes. On ne peut pas imaginer un outil KYC dans son coin, qui travaille tout seul pour le service réglementaire, de la compliance. Il faut vraiment imaginer un outil qui est interfacé avec les autres outils de l'entreprise. Et donc ça, la capacité des outils KYC à s'interfacer, à s'intégrer dans l'écosystème, elle est clé. Elle est clé. Et le dernier point, et ça je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard, c'est la qualité des données. Il faut avoir un outil qui soit capable de qualifier cette qualité de données. Puisqu'en fait, la qualité des données, elle est vraiment centrale dans le KYC. Sans données fiables, on ne peut pas faire du KYC. Quelle que soit la qualité de l'outil, quelle que soit la... Oui, c'est pas n'importe quelle data, il faut que la donnée soit fiable. Si on n'a pas l'identité de la personne, on ne pourra pas qualifier cette identité. C'est un exemple un peu extrême. Mais c'est vraiment cette qualité de données. Et souvent, on le verra, je pense, les projets KYC arrivent à des échecs à cause de la qualité de ces données. On peut peut-être donner un exemple, Jean-Luc, parce que c'est vrai qu'on voit, nous, des fichiers, hein, on voit parfois dans des fiches ou dans des dossiers, il n'y a rien. En fait, par exemple, des bénéficiaires en collective, il est écrit « ma sœur ». Bon, ma sœur, si vous voulez, c'est un petit peu léger pour payer un sinistre ou payer une prestation. On peut avoir... Ça, c'est en 2024. Hein, c'est maintenant. C'est maintenant, quoi. C'est pas il y a 10 ans, quoi. Donc, ma sœur, c'est compliqué. Et c'est juste été saisi comme ça. Hein, à l'affiliation, on a affilié ma sœur. C'est probablement la sœur du l'ayant droit. Sauf que l'ayant droit, il a une famille, il faut qu'il mette son nom, son prénom, la date de naissance, est-ce que c'est sa fille. On a sur les sociétés, parfois, pas la dénomination sociale. XXX. Ou test. Vous voyez, donc, ou pharmacie de la gare. Ou pharmacie, voilà. Donc en fait, si vous voulez, à un moment donné, le gestionnaire, il peut faire ce qu'il veut, la machine aussi, mais enfin, elle ne fera pas grand-chose. Hein. C'est pour illustrer ce que disait Étienne. Et on y reviendra sur la partie, sur la fin de l'entretien, sur la partie qualité des données, parce qu'en fait, on oublie souvent ce critère qui a un vrai enjeu, je pense, sur le KYC. Donc on a quand même un gros rapport d'étonnement entre nous sur le constat actuel, et alors que c'est pas nouveau, vous l'avez précisé, Isabelle. Et puis Étienne, vous l'avez précisé, il y a des outils qui sont faits pour ça. Les obligations sont connues, donc ça devrait fonctionner. Donc on peut quand même s'étonner. Moi j'ai un petit peu de mal. Alors moi je ne suis qu'un modeste observateur, mais j'ai quand même un peu de mal à comprendre pourquoi les entreprises du secteur sont si peu appétentes, à cette mise en conformité. C'est la base, quoi, et surtout manifestement d'adhérer à ce dispositif de KYC. C'est quoi le problème, Isabelle? C'est de la crainte, c'est des coûts, vous parlez souvent de délinquance rationnelle, si je me souviens bien. Ouais, c'est mon mot. C'est votre mot. Parce qu'au-delà de ce que Gabriel a dit, et ce qui est lié à la transformation des sociétés du monde, parce que la guerre, on la connaît depuis peu de temps. Donc la corruption, la mondialisation, c'est quelque chose d'assez récent. Donc nécessairement, là Gabriel a totalement raison, il y a certainement tout ce que Gabriel a expliqué sur la conduite du changement dans les entreprises du secteur financier, qui ne sont pas forcément les entreprises les plus amènes à accepter rapidement les changements. Mais je pense effectivement qu'il y a aussi des calculs, parce qu'à un moment donné, j'allais dire que value for money, c'est aussi valable pour les entreprises. Il faut continuer le business as usual, il faut quand même gagner sa vie. Et on constate aussi que très souvent, c'est du design to cost, c'est-à-dire que il faut quand même qu'on mette un pied dedans, parce que sinon on va avoir les autorités sur le dos, il faut quand même qu'on fasse un minimum de travail, parce qu'on n'aura pas le choix, nos fournisseurs vont nous virer, mais on fait quand même à l'économie. Et c'est ce qu'on appelle effectivement la délinquance rationnelle, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas dans le clou, on provisionne, on fait quand même le minimum, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette conviction qu'en réalité, ça participe, je dirais, du cœur de l'activité. C'est-à-dire que, dans d'autres secteurs d'activité, on en parle, j'en fais souvent la comparaison, puisqu'on travaille beaucoup dans le secteur automobile, on travaille beaucoup dans le secteur de la grande distribution. Vous êtes scanné par votre fournisseur. Il sait quelle couleur vous aimez, quand vous partez en week-end, ce que vous aimez plutôt les bonbons ou le salé. Il sait quels sont les lieux que vous appréciez, et il vient vous solliciter pour vous vendre, pour faire du business. Et il a un dispositif de KYC qui est bien au-delà des obligations réglementaires. Et je pense que l'assurance n'échappe pas à cette règle. Vendre de l'assurance, c'est aussi créer l'appétence. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce côté, ça coûte cher. Alors, on verra, ça coûte cher ou ça peut ne pas coûter cher. Enfin, en tout cas, la question du coût, Jean-Luc, est clairement
sur la table. Un point central. C'est un point central. Il faut investir. Il faut investir et pour beaucoup de gens, c'est encore un investissement, j'allais dire, de fonction support qui ne rapporte pas. Donc, il y a cette notion, oui, de délinquance rationnelle. Nous, on voit bien, on accompagne beaucoup de gens en remédiation ACPR, AMF, et systématiquement, on traîne les pieds pour investir. Bien qu'on soit en remédiation ACPR, AMF. Gabriel, alors ce coup, vous partagez cet état des lieux, ce diagnostic fait par Étienne et Isabelle. Combien ça coûte finalement? Est-ce qu'on peut aiguiller les nombreuses personnes qui nous regardent? Est-ce que ça coûte trop cher? Qui paye finalement? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors le coût est réel, hein, surtout quand on pense qu'un projet, un chantier tel que celui-là, ça peut durer plusieurs exercices. Donc c'est du coût de personnel interne. Parfois on n'a pas les personnes compétentes, il faut externaliser, recruter. Il faut peut-être staffer une équipe pour aller sur ce sujet de chantier KYC. On a les coûts relatifs aux outils, aux travaux d'interopérabilité des outils, des coûts d'études. Donc tout ça fait des grosses enveloppes. Hein. En fait, toutes ces enveloppes-là, si le chantier n'est pas bien calibré au départ, l'entreprise, elle est perdue. Elle est dépassée, en fait, hein, et elle n'a pas les budgets, parce que les budgets n'ont pas été prévus pour supporter ces coûts, en fait. Hein. Et déterminer les montants de coûts, c'est pas du tout évident, hein, parce que ça se fait en amont, etc. Donc, toute cette logique budgétaire qui est réelle et qui doit être au cœur des entreprises, c'est normal. Hein. Une entreprise est pilotée par un budget, c'est extrêmement important. Sont vraiment clés, en fait. Hein. Le suivi budgétaire du chantier est clé, il n'y a pas de doute. Sur l'aspect budgétisation, on pourrait s'interroger aussi sur la répercussion du coût de cette conformité à l'égard du pricing des clients. Donc qui le paie, oui. Là, c'est le client. Plusieurs options. Il n'y a pas une règle, dans ce type de profession. Moi, je dirais que sur les pricing, globalement, les entités du secteur financier ne sont pas arrivées encore à repricer le coût sur les clients, en fait. Hein. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est du chantier informatique, c'est du dispositif interne, etc. Et tant que l'acculturation à ces dispositifs de conformité n'est pas complète, que les instances ne sont pas complètement acculturées, c'est difficile d'aller parler de ces sujets aux clients et d'expliquer en quoi tel coût est associé à tel dispositif, en fait. Hein. C'est peut-être le manque de maturité qui agit comme quelque chose qui rend le projet difficile à l'origine et le rend difficile après à expliquer au client et le coût n'est pas défini pour le client. Il y a quelque chose de cet ordre. Et après, toujours sur le côté budgétisation, moi il y a une interrogation qui peut être la mienne, qui est demandée... tous ces dispositifs-là concourent beaucoup à la lutte contre la criminalité financière. C'est pour ça, en fait, notamment. Voilà. On pourrait imaginer, et c'est quelque chose qui pourrait se réfléchir et dont on n'entend pas parler, je pense, d'envisager une participation au coût induit par les entreprises à partir du moment où on veut qu'elles le fassent toutes, comme l'expliquait Isabelle, qui pourrait être d'ordre fiscal, un aménagement quelconque, déductibilité. Il n'y a pas d'incitation aujourd'hui ? Ah non. Ah non, il n'y a rien du tout. Non, si les coûts informatiques, si ces coûts-là étaient déductibles, je peux vous dire que peut-être. Et moi, ça permettrait une excellente idée. D'upgrader un peu la mise en place de ces dispositifs. C'est quelque chose dont on n'entend jamais parler, en fait. Hein, même quand on suit les projets, les discussions à Bruxelles, etc., on n'en entend pas parler. Et donc il n'y a pas d'incitation à le faire, quoi, si ce n'est les sanctions que vous évoquiez tout à l'heure, Isabelle. Peut-être, je trouve que l'initiative est très bonne, hein, ce d'autant qu'effectivement, on a par ailleurs une jurisprudence de la Cour de cassation qui, en fait, a qualifié acte de concurrence déloyale le fait qu'une entreprise s'exonère de ne pas mettre en œuvre. Donc la dépense, en fait, elle est quand même considérée comme un requis et on considère qu'on est en acte déloyal lorsque l'on ne joue pas le jeu. d'où je pense l'intelligence, enfin je trouve l'idée excellente de la proposition parce que pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, créer effectivement une déductibilité par rapport à ces investissements plafonnés à la taille, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas les mêmes budgets, forcément, ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise quand même. C'est une excellente idée. Étienne, vous voulez rebondir sur cette dimension du coût peut-être? Sur la dimension du coût, en fait, aujourd'hui il faut bien dissocier le coût de l'outil lui-même et puis le coût
coût de la mise en place du dispositif. C'était évoqué par Gabriel. En fait, il faut quand même, je pense, dire qu'au niveau du coût de l'outil, c'est-à-dire les licences des outils KYC, les intégrations aujourd'hui avec l'écosystème, tout le projet informatique, on est plutôt en baisse sur ces coûts. Aujourd'hui, pour deux grandes raisons, en fait, on a l'ouverture des modes SaaS, donc qui mutualisent les coûts, donc les outils sont quand même en mode SaaS, et puis aussi il y a quand même une grande partie sur la partie données. Donc pour faire du KYC, il faut des données de contrôle, il faut les listes de contrôle, il y a quelques années, en fait, ces listes, elles étaient payantes en fait. Les entreprises achetaient ces listes à des data brokers. Aujourd'hui, on a beaucoup de ces données qui sont open data. Nous, en fait, chez BCLM, on fait la promotion de ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas à acheter les données. Donc ces deux critères, le mode SaaS qui mutualise les ressources et les open data, je pense que ça fait quand même baisser le coût des outils en eux-mêmes. Aujourd'hui, pour donner une idée, en fait, sur un coût d'un filtrage, on est à quelques centimes par personne sur un filtrage. Alors effectivement, c'est des budgets importants pour une entreprise qui a 500 000 clients, il doit filtrer 500 000 clients, mais on est vraiment à des coûts purement informatiques, je parle bien purement informatique. À ça s'ajoute effectivement le coût du processus du KYC, c'est-à-dire au-dessus de l'outil, effectivement, il faut mettre en place les traitements des alertes, mettre en place tout le traitement derrière l'alerte, la qualification, le suivi, le reporting aux autorités. Et ça a effectivement un coût. Souvent, nos clients nous interrogent sur le nombre d'alertes, en fait. Le nombre d'alertes qu'ils doivent traiter. En fait, c'est pas possible. Ils nous disent, c'est pas possible de mettre un outil, je vais avoir trop de travail de traitement. Trop d'alertes à traiter. Trop d'alertes à traiter, et donc un surplus de travail, donc un coût énorme en termes de la conformité. Et là, on revient, je sais que je fais un petit peu une fixation là-dessus, mais sur la qualité des données. Si les données sont bonnes, l'outil ne sortira pas beaucoup d'alertes. On a des exemples aujourd'hui, avec sur des volumes conséquents, encore une fois, 500 000, pas plus de 5 alertes par jour à traiter. Et donc 5 alertes, c'est largement traitable. Maintenant, effectivement, voilà, je voulais bien dire qu'il y a une séparation des coûts informatique et projet, et que le coût projet derrière, le coût de traitement de la conformité, il faut vraiment la regarder par rapport à justement intégrer ce projet dans l'entreprise, comment avoir les bonnes données pour traiter correctement et gagner du temps. Et donc aujourd'hui, excusez-moi de cette question simpliste, mais on ne peut pas définir un coût par client en fait de l'intégralité du processus. Alors dans le livre blanc, il est indiqué, mais c'est des écart-types assez élevés, puisqu'on parle de quelques dizaines d'euros par client jusqu'à quelques milliers d'euros par client. Ouais. En fait, je pense que ça dépend aussi du secteur. Étant donné que quand vous travaillez dans le secteur de l'épargne et de l'investissement, la dimension KYC sur l'appétence au risque, le profilage, les scoring sont évidemment des tâches qui sont également supportées par d'autres outils que n'utilise pas le dommage. Donc du coup, il y a quand même cette dimension-là. Il y a effectivement la dimension de l'agilité et de la maturité de l'entreprise. Comme le disait Gabriel, si je suis dans une entreprise dans laquelle je suis déjà complètement conscient que c'est mon cœur, que je suis là, que c'est une stratégie, quelque part, c'est la stratégie gagnante, c'est la stratégie de demain. J'ai intégré les équipes, j'ai déjà les personnes en interne, j'ai des gens efficaces, la formation, il y aura moins de formation, et je vais du coup, effectivement, tout de suite adapter mes outils logiciels pour les rendre hyper agiles, extrêmement, je vais travailler avec des API, je vais travailler sur des listes gratuites, parce que tout ça, je le sais, je le comprends, je sais que c'est comme ça, je sais que c'est l'avenir. Donc, le coût, effectivement, est assez dépendant de la maturité de l'entreprise, assez dépendant de sa résilience. Si on est dans la version, qu'on passe son temps à contester, qu'on attend le contrôle ACPR, on fait tout dans l'urgence, donc ça coûte 3 fois plus cher. On le fait, l'expérience dit souvent à des gens, quand on attend la sanction ou le plan de remédiation, la remédiation doit être faite dans un temps limité, elle est 2 fois à 3 fois plus onéreuse que si on est vraiment dans un échange, dans une transversalité, parce que là tout se fait dans l'urgence et on ne fait pas forcément les bons choix. Donc oui, c'est difficile de donner des réponses figées sur le prix. C'est très très variable en fait. Mais c'est vrai que le coût purement informatique n'est pas forcément le plus élevé dans le projet global de KYC. Et effectivement, les coûts induits pour la recherche d'informations, la recherche de compléments de données suite à une levée d'une alerte, ça peut avoir des coûts très importants avec beaucoup de temps passé pour faire ce travail. Donc en gros, on a un dispositif qui est peu connu, le KYC. On a des coûts qui semblent, j'allais dire faramineux, mais peut-être en tout cas assez importants. Gabriel, est-ce que vous pouvez nous éclairer, donner à nos auditeurs des conseils pratiques opérationnels qui pourraient d'une certaine façon éviter ces écueils et puis surtout permettre de respecter le b.a.-ba, la réglementation, quoi. Alors, mon conseil, c'est vraiment de reconnaître que mettre en place un dispositif de KYC, c'est incontournable. Donc, il faut le faire. Et il faut le faire d'une manière structurée en mode projet,
car c'est un sujet qui peut durer sur plusieurs exercices. Donc ça, c'est vraiment mon meilleur conseil. Faut pas le refuser, en fait. Faut y aller. Faut y aller. Après, comme c'est un chantier en mode projet, il y a plusieurs étapes. On peut en donner 5. Moi, j'en donne 5. Définir les enjeux, mettre en place les processus, les définir. Un aspect extrêmement important, et ça pour les régulateurs, écrire ce qu'on fait, les procédures. Le côté procédure est vraiment clé. Prendre le temps de le faire, lancer des versions, au moins une première version, puis la mettre à jour, puis revenir dessus, etc. Mais écrire ce qu'on fait, documenter, ça c'est clé. Une gouvernance, nécessairement, une gouvernance sur ces sujets pour lever certains problèmes, traiter les doutes et surtout continuer à mobiliser les instances dirigeantes tout au long du dispositif et évidemment travailler le choix des outils avec toutes les équipes concernées. Ça, c'est vraiment clé. Et on est déjà pas mal allé, je pense, sur le processus KYC en détail. Isabelle a évoqué, beaucoup détaillé finalement tout ce qui est collecte des données, la vérification des données aussi et des documents recueillis. Idéalement, il faudrait que ce ne soit pas des faux. Une bonne chose de le vérifier. Évaluer les risques, évidemment. Traiter les alertes. Parce que l'outil de screening, il fonctionne. Il screen des bases. Il sort des alertes. Il faut vérifier ce que dit l'outil. Voir si l'alerte est une vraie alerte ou alors si c'est quelque chose qu'il est possible d'écarter suite à des vérifications. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça amène des questions, on s'interroge, etc. Les procédures, encore une fois, toujours important. La formation, la sensibilisation. Et ça, c'est tout au long du projet. Tout au long du projet. Étienne, en ouverture de nos échanges, nous avons évoqué l'excellent ouvrage que vous adresserez à tous les acteurs du secteur, un livre blanc que BCLM va proposer. Vous identifiez un processus, en fait, tel que décrit déjà d'une certaine façon par Gabriel, avec à minima 5 briques logicielles pour justement adresser ces exigences de KYC. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement plus qu'un processus, c'est vraiment 5 briques logicielles. 5 briques, d'accord. 5 parties d'un logiciel de KYC. Alors, je dirais qu'encore une fois, beaucoup de choses dans le livre blanc, mais pour synthétiser, la première, c'est les données de contrôle. On a besoin pour faire du KYC de données externes pour contrôler. On en a parlé, les listes GDA, les listes PPR, de plus en plus des données complexes à acquérir, les médias négatifs, donc comment sont nommés les gens dans des médias, les pays risqués qui changent, ainsi de suite. Donc ça, c'est la brique données de contrôle. Ensuite, on a évidemment les données clients, donc les données brutes qu'on a récupérées sur la base des clients. Avec des données de qualité. Des données de qualité. J'ai retenu ce que vous disiez. Voilà, exactement. Une troisième brique qui nous paraît un peu nouvelle dans le KYC, qui est l'enrichissement de ces données. Aujourd'hui, on est capable, à partir des données clients, de faire un certain nombre d'enrichissements. On parlait des bénéficiaires effectifs, même si aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué qu'il y a quelques mois. Mais aussi, en fait, quand on a des données clients de type document, aujourd'hui on est capable d'enrichir, donc de récupérer de la donnée, et donc d'enrichir le KYC à partir de documents non structurés, qui peuvent être les pièces d'identité, mais aussi pour les entreprises des cabis ou les choses comme ça. Donc en fait, il y a cette brique enrichissement qui est un petit peu nouvelle. Ensuite, il y a le cœur de traitement et d'élaboration des données. En fait, les outils de KYC se doivent d'élaborer des indicateurs. On pense souvent à KYC à donner les données du client, mais en fait, ce qui est important, c'est de donner les indicateurs, donc de calculer des indicateurs. Beaucoup de solutions donnent juste des données du client, à vous de les analyser. L'intelligence de l'outil, c'est d'élaborer des indicateurs. Par exemple, en fait, le pays et la profession, ça n'a pas forcément intérêt, mais si on fait un indicateur en disant profession dans ce pays, ça peut être un risque. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur et l'élaboration de cet indicateur. Et la troisième brique qui est aussi importante, c'est derrière, donc effectivement, derrière les indicateurs, les traitements, mais c'est la traçabilité de ces indicateurs et la capacité à extraire de la donnée. De plus en plus, on doit apporter la preuve que l'on fait du KYC. Donc c'est la traçabilité de la donnée sur beaucoup d'années. Les donneurs d'ordre, la réglementation impose, demandent de plus en plus d'informations. Les courtiers sont soumis au contrôle de leurs assureurs. Donc en fait, cette reporting est aussi très important et indispensable. Donc voilà. Donc on a essayé de mettre ces 5 briques. Celle qui me paraît assez nouvelle, c'est vraiment l'enrichissement des données. On est capable aujourd'hui avec ces outils et surtout après l'élaboration des indicateurs qui est vraiment au cœur du système. Alors permettez-moi d'avoir mon propre rapport d'étonnement parce que moi je ne suis qu'un modeste observateur. Vous parlez de pas si modeste que ça, de chantier colossal, de coûts
assez important, disons-le. Le tissu des gens à qui nous adressons, c'est des TPE. Enfin, il y a beaucoup de TPE. Comment c'est possible ? Comment on peut faire ? Comment les TPE du secteur, qui sont quand même très majoritaires, peuvent faire pour être en conformité avec KYC, Gabrielle ? Vous avez une recette miracle ? Non, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est incontournable. Donc, il faut se lancer aussi, parce que comme l'expliquait Isabelle, ces obligations touchent toutes les personnes qui agissent sur ces secteurs. Donc il faut y aller. Faire l'autruche, c'est pas une solution non plus. On peut pas mettre la poussière sous le tapis, c'est clair. C'est bien de pas le faire et d'y aller. Le temps a passé depuis les premières directives, effectivement, sans aucun doute. Après, il y a les instances, les organisations professionnelles qui accompagnent, qui aident. Il y a le côté externalisation qui peut aider également, avec un budget associé nécessairement. Ça peut être lissé sur plusieurs exercices. Ça peut être adapté à la taille. Donc il y a des solutions quand même. Il y a des solutions. D'accord. Il faut y réfléchir. Étienne, moi, vous adressez probablement à des petits intermédiaires avec vos outils, je suppose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les outils ne sont pas du tout réservés aux grandes entreprises. Aujourd'hui, comme je le disais, mode SaaS, donc pas d'installation, on parle du web, donc très peu d'interfaces, des API pour s'intégrer. Donc en fait, ce n'est pas du tout réservé. Nous, chez BCLM, on a des entreprises de toute taille, des très gros courtiers. Et des TPE. Jusqu'à des TPE qui utilisent le KYC et s'en sortent. Qui doivent utiliser. Ils n'ont pas le choix, comme on l'a dit. Ouais, c'est plus une option, ce que Gabriel, ce que vous dites, c'est une obligation. En fait, je pense que ça met tout le monde devant le même défi. Il faut pouvoir intégrer cet outil, travailler avec cet outil, l'intégrer dans le métier que l'on fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, la maturité des outils permet aux petits aussi d'accéder à ces technologies, à ces outils pour traiter. Et les volumes sont proportionnels à la taille, donc évidemment. Du coup, les coûts ne sont pas forcément les mêmes non plus. Mais évidemment, les coûts sont très liés au volume, souvent indexés sur le nombre de traitements, et donc évidemment que le coût est proportionnel à la taille de l'entreprise. Isabelle, en réaction à ce qui a été dit D'une part, effectivement, c'est l'enjeu majeur. C'est l'enjeu majeur parce qu'on est quand même dans le secteur de la vente. Celui qui est en contact direct avec le client, très souvent, c'est le commercial. Le CGP, l'agent général, le courtier de petite taille de proximité. Les plans d'enrichissement de données dans les compagnies d'assurance qui ont été sanctionnés ont duré 5 ou 6 ans. Et qui a fait le travail ? Les agents généraux ou les courtiers. Parce que qui est-ce qui va rechercher la pièce d'identité qui a jamais été mise dans le dossier, les données importantes, le cabis, le bilan dont on a besoin, l'origine des fonds qui n'a jamais été transmise, c'est la personne qui prend son petit cartable ou qui téléphone à son client. Donc il y a pour moi cet enjeu, mais il est partagé par tout le monde parce que qui se fait sanctionner là ? C'est quand même des très grosses boîtes. Donc en fait finalement l'enjeu il est proportionnel et on est tous dans le même bateau. Là où je partage totalement ce que dit Gabriel, il faut y aller là, il faut y aller. Ouais. Petit ou grand, il faut y aller. Et petit et grand, c'est un chantier qui est, à mon avis, structurant, mais qui est surtout, effectivement, significatif de la transformation des métiers dans les années qui sont aujourd'hui là. Alors, il y a la criminalité, elle est évidemment extrêmement présente, la corruption, le terrorisme, on peut pas, là, pour le coup, c'est plus... On en parlait il y a quelques années et les gens étaient toujours très étonnés. Ah bon, mais moi, j'ai pas de terroristes dans ma clientèle. Aujourd'hui, tout le monde filtre, et Étienne pourra le dire, des positifs, il y en a tous les jours. Donc, c'est plus une vue de l'esprit. C'est une réalité, la criminalité, c'est une réalité, la corruption, c'est une réalité, effectivement, le terrorisme. Et puis, il y a quand même toujours, n'oublions pas, et ça, c'est vraiment pour les petits que je donne ce message, la qualité du service rendu. La qualité du service. Je veux dire, comment je peux aller chez mon client sans savoir de qui il s'agit, on se vantait il y a plusieurs années de jamais y aller et de ne pas connaître ses clients, et c'était presque même, j'ai voulu un étendard dans le métier. Ben non, en fait, c'est pas bon, ça va pas. Moi, je connais mes clients et je considère que c'est dans mon métier, dans mon travail, c'est à moi, en fait, d'enrichir les données et c'est pas à quelqu'un de la conformité de le faire. Donc voilà, c'est un enjeu qui est un enjeu, je pense, comment dirais-je, culturel. Il est financier, mais il est avant tout culturel. Donc les petits ont plus d'agilité pour se mettre en conformité que les gros. Donc il y a des contraintes, on l'a vu un petit peu quand même ensemble sur ce dispositif. Alors il y a des problèmes aussi de propriété intellectuelle, parce que dans les grands organismes, quand on a collecté les données du courtier P, on a bien envie de les partager avec tous les courtiers du réseau. Alors bien, les autres courtiers disent, mais c'est dégueulasse, parce que moi j'ai payé pour aller chercher les données, puis vous les passez aux autres. Alors à qui appartiennent ces données ? Est-ce que quand j'ai enrichi moi, parce que le client est assuré au sein de l'organisme, mais par l'intermédiaire parfois de plusieurs courtiers sur plusieurs polices.
services. Donc il y a des tas de sujets qui sont liés à ça. Comment les organismes, ensuite, elles agrègent, elles mettent à jour, puisqu'aujourd'hui, c'est des chantiers de mise à jour. C'est des chantiers de rattrapage de dispositifs qui auraient dû être mis en place depuis très longtemps et qui ne le sont pas. Donc on a effectivement, au sein des organismes porteurs de risques, banques, assureurs, même si les banques sont plus en avance, aussi ces difficultés de partage des données. Parce que, évidemment, les courtiers, quand ils ont fait le travail, et les agents, et ce qu'on peut comprendre, et les agents généraux, les CIF aussi, n'ont pas tellement envie que leurs données, qu'ils estiment être un petit peu leur savoir-faire, soient partagées avec tout un chacun. Donc il faut y aller, de toute façon on n'a pas le choix, vous n'avez pas le choix, et puis d'autant plus qu'il y a des effets quand même positifs. Vous avez commencé un petit peu, Isabelle, à en parler, il y a même ce qu'on appelle des opportunités pour une entreprise, Gabrielle, d'être effectivement dans cette dynamique de KYC. Oui, il y a des opportunités, et alors vraiment ma conviction, sans aucun doute, c'est que la lutte contre la criminalité financière dans un monde qu'on qualifie, on l'entend beaucoup, en permacrise. Je trouve que le terme est intéressant. Elle est nécessaire pour la stabilité économique. Pour continuer à faire du business, pour continuer à faire des affaires, il faut faire attention. En fait, c'est un principe de précaution. Et si on parle opportunité, pouvoir parler de ces sujets en augmentant son dispositif de RSE, de ESG, montrer son éthique, prouver son éthique, ça s'inscrit très bien dans la logique qui est très importante maintenant des indicateurs extra-financiers. Donc, traduit comme ça, c'est une opportunité commerciale. Je trouve ça très intéressant. Étienne, vous voulez rebondir Oui, on aimerait bien, j'aimerais bien porter quand on propose des outils, qu'il y a une dimension réglementaire, mais aussi citoyenne, vertueuse de faire du scanning, de faire de la contrôle de ses clients et de la connaissance de ses clients. C'est toujours un message difficile à faire passer. Voilà, je pense que c'est vrai, ça existe, quoi. C'est vrai, c'est vertueux. C'est une vérité, et je pense que si on arrive aussi, si les compagnies ou les courtiers arrivent à montrer ça à leurs clients et arrivent à démontrer qu'avec des outils, on arrive à quand même faire le métier mieux et à vérifier des choses qui sont importantes, on aura bien avancé sur le sujet. Voilà. Après, on essaye de porter ces sujets-là. C'est pas toujours facile dans un sujet effectivement qui est aussi des connotations économiques. Ce qui est vraiment important, c'est que de toute façon ces sujets de KYC et d'outils de mise en place, il y a une conduite du changement qui est évidente dans l'entreprise, et ça bouleverse un petit peu la façon de travailler, ça c'est certain, et donc autant la mettre sur le côté citoyen et vertueuse que sur la mettre purement réglementaire et contrainte. Donc il y a un enjeu d'éthique, mais aussi un enjeu de développement commercial, si je vous suis, Étienne, là-dessus. Sûrement, après, je ne sais pas comment passe ce message vers les clients finaux. Moi, quand je souscris à une assurance, à titre personnel, je suis un petit peu, je vois un petit peu pourquoi on récupère mes données. Je suis content de les donner. Donc en fait, ça ne me gêne pas de donner mon adresse, mon nom, mais une personne m'explique que c'est parce qu'on fait du KYC et qu'on vérifie qui je suis et que j'ai le droit d'être assuré. Et peut-être que si on le faisait, ça serait plus facile. Et qu'on vous envoie un chèque au bon endroit sur le bon compte bancaire. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a une pédagogie, et on devrait transformer le KYC, mais ça a été dit, comme un avantage concurrentiel. C'est un avantage concurrentiel. C'est un avantage concurrentiel, à mon avis. Comment on peut le traduire, ça, Gabrielle ? C'est un avantage concurrentiel, et c'est sanctionné par les tribunaux aussi sur ce fondement-là. Isabelle l'a dit. Il y a la jurisprudence de la Cour de cassation qui relève les distorsions de concurrence sur ces fondements-là. Et l'avantage concurrentiel, pour moi, c'est l'ESG. Aller montrer son niveau d'ESG, qui parfois, même dans certains appels d'offres, est coté. Voilà, ça compte dans une notation, dans le choix d'un prestataire, d'un partenaire. Ce niveau-là est analysé, et le mettre en avant, c'est complètement pertinent. Donc on peut passer de l'ombre à la lumière d'une certaine façon avec c'est ça, on ne peut que passer de l'ombre à la lumière. C'était la question qu'on se posait en début. Oui, pendant le Covid, ont bien mis en évidence que ceux qui ont réussi sont ceux qui ont pu garder le contact avec leurs clients. Alors pendant la période de crise, ceux qui n'avaient aucune donnée sur leurs clients, même pas leur numéro de téléphone, qui n'avaient pas leur adresse mail, ils sont morts. Et il y a des entreprises qui ont performé dans des conditions exceptionnel pendant la crise du Covid, parce que justement, ils avaient investi sur la connaissance client. Donc moi, j'y vois avant tout un objet de commercialité, effectivement. Il se trouve qu'il y a des réglementations qui, je dirais, redorent un peu la mariée, parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire par rapport, effectivement, à la criminalité, mais il y a avant tout, quand même, un enjeu commercial. Et je pense que les entreprises de demain, compte tenu de la mondialisation, de la distanciation des rapports, elles nécessitent impérativement
de détenir des données fiables sur ses clients, sinon on peut les perdre en fait. Bon, écoutez, j'espère qu'on vous a donné les clés pour que vous puissiez passer de l'ombre à la lumière avec effectivement ces dispositifs réglementaires de KYC. Isabelle, vous voulez clôturer, donner un petit peu le mot de la fin avant qu'on parle du livre blanc. En BCLM rédige, alors on est évidemment nous le support juridique de BCLM parce que ce sont des informaticiens, pas des juristes. Donc et nous allons publier prochainement un livre blanc sur ce sujet justement. Alors ces livres blancs, il y en avait déjà eu un, Jean-Luc, sur le screening. Leur objectif c'est de faire le point sur justement tous ces sujets, de donner énormément de références et puis effectivement donner des clés de lecture aussi justement de l'interopérabilité, la notion outil-homme. Donc il est très intéressant et comme le premier qui a eu beaucoup de succès, on espère que celui-là aussi intéressera nos auditeurs et évidemment tout à fait en lien avec ce qu'on a partagé aujourd'hui en remerciant nos intervenants. Concrètement, on se le procure comment et alors, il est sur les réseaux, il sera sur les réseaux sociaux. Il sera sur les réseaux sociaux accessibles via l'assurance en mouvement aussi. Via le site. Faut donner quelques datas pour se le procurer ou pas? Pas grand-chose. Pas grand-chose en fait. Pas grand-chose. On a là-dessus on ne sait pas, mais peut-être qu'on devrait le faire. C'est une bonne idée de commercialité à réfléchir, Étienne. Et ensuite on édite des prints pour nos clients. D'accord, donc c'est dans les semaines à venir? C'est dans les jours qui viennent pour la publication et dans les semaines à venir pour la réception par courrier des jolis de la pression papier qui est faite pour notre clientèle. Évidemment, on ne peut pas imprimer des milliards d'exemplaires, c'est à compte d'auteur. Merci, nous sommes au terme désormais de cette émission. Gabrielle Pétillon, merci de votre présence. Merci. Étienne Blanchet, merci. On a hâte de pouvoir parcourir et lire ce bel outil qui s'annonce et qu'on espère que très nombreux vous pourrez le parcourir. Isabelle Monin-Lafin, merci beaucoup d'avoir été présente et surtout d'avoir travaillé, préparé avec nous ce sujet pour vous informer, vous sensibiliser, pour vous donner les clés en fait concrètes pour votre entreprise. C'est cette belle saga du droit de savoir qui continue. On vous retrouve très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci de votre présence et portez-vous bien.